Faites ce que vous voulez, accrochez-moi par la langue à votre pare-choc et baladez-moi un poil des heures entières dans un champ de verre pilé, j'en ai rien à foutre, je ne marche pas. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai ressenti toutes les 5 minutes devant le film. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très particulière, une vidéo dans laquelle j'avais envie de vous donner mon retour sur le film Trap, mais de manière un peu atypique. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. C'est toi, trou du cul, à partir de maintenant qui va écouter. J'ai un boulot à faire et je vais le faire. Donc Trap, c'est le nouveau film de M. Night Shyamalan, réalisateur de Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village et autres films un peu dispensables. Donc Trap, ça raconte l'histoire d'un père qui emmène sa fille à un concert et rapidement nous comprenons qu'un énorme dispositif policier est mis en place autour de cette salle de concert pour cerner et arrêter un tueur en série qui se fait appeler le boucher. Et il s'avère que le boucher, ce n'est autre que le père de la fille. On va donc suivre cet homme jouer au jeu du chat et de la souris avec la police pendant toute la durée du concert. Comment va-t-il échapper à la police pour sortir de cette salle de concert sans éveiller les soupçons de sa fille? C'est tout l'enjeu du film. Un film qui mise surtout sur le côté ludique de son scénario, de par les différentes embûches que le protagoniste va devoir éviter pour s'en sortir. Comme d'habitude chez Shyamalan, la prémisse du film est souvent intrigante et assez alléchante, mais quand on en vient à l'exploitation même du concept, c'est là que les choses commencent un peu à dérailler. Et avec Trap, on n'échappe pas à cet écueil encore une fois, et c'est tellement dommage vu le potentiel du film. Le film démarre avec un concept plutôt original, puisqu'on va vivre l'expérience non pas à travers les yeux d'un flic qui voudrait arrêter un meurtrier, mais à travers le point de vue du meurtrier. Un meurtrier qui nous est présenté comme un père de famille, attentionné, bien sous tout rapport, et pour lequel on a suffisamment d'empathie pour avoir envie de le voir échapper à la police. Une approche intéressante, qui change un peu, et dans laquelle Josh Hartnett est ultra convaincant dans son rôle. C'est vraiment lui qui tire le plus son épingle du jeu dans le film. Il arrive à jouer à merveille cette duplicité entre le père hyper cool et le psychopathe ultra inquiétant, et en passant d'un état à un autre rien qu'avec un jeu de regard. Donc tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est que le film est un festival de facilité scénaristique, avec des situations improbables tirées par les cheveux, et où notre suspension d'incrédulité est extrêmement mise à rude épreuve pendant 1h30. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, la mise en scène, le choix des cadres, les mouvements de caméra et l'atmosphère angoissante que Shyamalan essaye de distiller dans son film servent bien l'attention qu'il essaye de mettre en place. Donc j'ai pas passé un moment horrible, mais pour vraiment apprécier le film, il faut quand même avaler beaucoup de couleuvres. Alors j'ai entendu pas mal de gens faire le rapprochement avec Brian De Palma, tout ça parce que l'intrigue se déroule dans une unité de lieu comme dans Snake Eyes, où les personnages sont coincés dans une très grande salle de spectacle. Sauf que Snake Eyes à côté de Trap, c'est un chef-d'œuvre absolu, et puis de toute façon, de base, Snake Eyes, c'est quasi un chef-d'œuvre. Donc oui, l'unité de lieu dans cette salle de concert est comme un gigantesque huis clos dans lequel il y avait moyen de s'amuser en termes de suspense, de tension et de péripéties, mais malheureusement, tout ça est gâché par des moments invraisemblables où le protagoniste arrive toujours à s'en sortir grâce à des coups de chance improbables ou des heureux hasards qui le sortent trop facilement de situations difficiles. Tu sais, ces moments où tu te dis pendant le film « Oh, comme par hasard !» ou « Oh, comme c'est pratique !» pour faire avancer le scénario. Il y a une convention dans l'écriture d'un scénario, c'est qu'on peut s'autoriser un seul heureux hasard ou une coïncidence pour faire sortir notre héros d'une situation problématique. Au-delà, on n'y croit plus. A l'inverse, si les coïncidences mettent encore plus en danger notre protagoniste, là ça fonctionne. Bon, dans Trap, il y a tellement de facilité et coïncidences heureuses que je me suis dit que j'allais toutes vous les lister. Et oui, on va se taper tout le film, parce que c'est tellement un cas d'école ce film que j'avais envie de toutes vous les lister. Il y a tellement de facilité scénaristique, je voulais vous les partager et que vous me disiez si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si j'exagère, ou alors si j'en ai carrément oublié, ce qui est possible. Alors, accrochez-vous parce qu'il y en a un paquet, on va se spoiler absolument tout le film, donc ceux qui n'ont pas vu le film, fuyez, pauvres fous, et revenez plus tard voir cette vidéo. Et pour les autres, on y va. Banzai! Alors c'est parti. Pendant l'entracte du concert, le père veut acheter un t-shirt de la chanteuse à sa fille et sympathise en 2 minutes avec un vendeur qui va tout lui révéler, très facilement. Voilà, il va l'emmener dans une zone réservée aux employés et totalement se confier à lui en lui balançant plein d'infos pratiques sur le piège qui a été mis en place par la police. Et notamment, il va lui révéler le mot de passe réservé uniquement au staff du concert.
Comme c'est pratique, dis donc. Dans la même scène, étant donné qu'ils sont isolés dans la réserve, eh bien le père va réussir à subtiliser un pass qui se trouvait juste à disposition dans la poche arrière du vendeur. Comme c'est pratique. Un peu plus tard, il y a une scène où le père est plus ou moins bloqué et cerné par la police, dans un coin où se trouvent les stands de bouffe, mais par chance, à côté de lui, se trouve une fille complètement bourrée qui est, comme par hasard, laissée toute seule par son ami, ce qui permet à notre meurtrier de pouvoir pousser la fille en haut des escaliers sans que personne ne le voie, même pas sa fille, et ainsi faire diversion et s'échapper. Comme c'est pratique. Un peu plus tard, le père profite de l'absence d'une employée d'un stand de fast-food pour jeter des bouteilles en verre dans de l'huile de friture dont il fait monter la température sans que personne ne remarque rien. Bien sûr, l'employé revient pile au moment où les bouteilles en verre lui explosent à la gueule, créant un mouvement de panique général qui permet à notre meurtrier de subtiliser un tablier du fast-food ni vu ni connu. Comme c'est pratique. Vêtu maintenant de ce tablier, il décide de monter sur le toit de l'immeuble pour trouver une issue, mais manque de bol, la police est là et lui demande eh bien, le mot de passe réservé au staff. Bien sûr, il le connaît déjà. Mais ce n'est pas tout, la police lui demande également un badge que tous les employés sont censés avoir, et là, lui vient l'intuition de fouiller dans son tablier de manière hasardeuse, et oh chance, il tombe sur un portefeuille dans lequel se trouve le fameux badge à l'intérieur. Comme c'est pratique. Pendant le concert, le père réussit à comprendre que si une fille du public est sélectionnée pour danser sur scène avec la chanteuse, eh bien elle aura le droit d'aller en backstage avec la star et que ce backstage permet de sortir de la salle de concert sans être contrôlé par la police. Comme c'est pratique. Quelques minutes plus tard, le père comprend que la personne qui est en mesure de pouvoir sélectionner la fille du public qui aura le droit de monter sur scène, danser avec la star, eh bien se trouve juste derrière lui à quelques mètres. Comme c'est pratique. Bien évidemment, il arrive à embobiner le gars avec un boniment sur la supposée maladie de sa fille et réussit à l'attendrir en 1 minute. Bien sûr, sa fille est sélectionnée aussitôt pour aller danser avec la star sur scène. Comme c'est pratique. On se trouve maintenant en coulisses, le père est caché derrière les rideaux et attend que sa fille termine son show sur scène, mais la police se rapproche de plus en plus de sa position et, comme par hasard, juste à côté de lui, une jeune fille fait un malaise et, pareil que pour l'autre fille en haut de l'escalier, eh bien, elle est laissée à l'abandon par un mec de la sécurité, ce qui est encore plus ouf. Donc, eh bien, ça donne au père l'opportunité de pouvoir récupérer cette fille et l'emmener en urgence directement dans les couloirs des backstage et passer tous les services de sécurité sans éveiller le moindre soupçon de la police. Comme c'est pratique. Une fois dans les backstage, le père réussit à convaincre la chanteuse de l'emmener seule avec lui dans sa loge pour lui parler en privé. Bien sûr, elle s'exécute. Et dans la loge, par chance, il n'y a personne. Pas d'impresario, pas d'assistant, rien du tout. Comme c'est pratique pour menacer la star et l'obliger à exécuter ses ordres. De là, le père et sa fille réussissent à monter dans la limousine de la star à la vue de tous les policiers qui, on le rappelle, cherchent depuis le début de la soirée exactement le profil du gars qui passe devant eux. Mais comme il est accompagné de la star, ça va, tout va bien, on le laisse tranquille et ils sortent donc de la zone en traversant les barrages de police sans encombre, comme c'est pratique. Et à partir de là, on arrive à un moment pivot du film, on quitte la salle de concert et on bascule vers un point de vue supplémentaire, celui de la star, et comme elle devient petit à petit protagoniste de l'histoire, eh bien son personnage aussi va surmonter des embûches avec des facilités scénaristiques inouïes, comme vous allez le voir par la suite. Une fois arrivée dans la maison de la famille du tueur, la chanteuse s'aperçoit que dans le salon, eh bien, il y a un piano juste à côté d'elle. Pratique pour une chanteuse. Elle décide donc de jouer une chanson et invite la jeune fille à venir s'asseoir à côté d'elle, devant le piano, et comme par hasard, le téléphone de la jeune fille glisse de sa poche et la chanteuse réussit à le subtiliser et le planquer dans sa propre poche sans que personne n'ait rien remarqué, alors que tout le monde a quand même les yeux rivés sur elle, puisque, nous l'oublions pas, c'est quand même une putain de star qui est dans leur maison, et donc toute la famille a les yeux rivés sur elle, mais c'est pas grave, ni vu ni connu, moi je te vole un iPhone sans que personne ne me voie, comme c'est pratique. Juste après, elle demande à la jeune fille de faire un selfie, mais comme elle ne retrouve plus son téléphone, bien évidemment, la star attrape le téléphone du père pour faire un soi-disant selfie et en profite en réalité pour aller s'enfermer avec dans les toilettes qui étaient juste à côté, juste en face d'elle. Par chance, l'application pour communiquer avec la victime séquestrée n'est soudainement plus bloquée par un mot de passe et donc la chanteuse peut librement parler à la victime et ainsi découvrir où il se trouve, comme c'est pratique. La police arrive, le tueur est cerné, mais il parvient à s'échapper à travers une trappe secrète dissimulée dans un placard de la maison qui l'emmène directement dans le jardin des voisins.
Bon, ça, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas, le gars est un tueur en série, il avait prévu une option de repli au cas où, dans sa propre maison, ça va, ça se tient. Mais attention, le jeu n'est pas fini, alors qu'il y a je ne sais pas combien de policiers autour de la maison, le SWAT, etc., enfin plein de monde, le père parvient à prendre la place du chauffeur de la limousine de la star, garé devant la maison, sans que personne ne le voie monter à l'intérieur. Gérard Majax. Comme c'est pratique. Dans la limousine, le père menotte la star à une barre métallique, mais par chance, la chanteuse est à bonne distance pour atteindre le bouton qui abaisse la fenêtre, comme c'est pratique, et bien sûr, elle abaisse la fenêtre au moment où la voiture passait devant un attroupement de jeunes qui reconnaissent la star instantanément. Du coup, les fans comprennent que la star est en danger et appellent la police immédiatement. Comme c'est pratique. Par chance, la barre métallique à laquelle la star était attachée n'est pas très solide et la chanteuse parvient à la casser et ainsi se libérer pour sortir de la voiture. Tu penses que le père, un tueur méthodique comme lui, aurait verrouillé toutes les portes pour empêcher sa victime de sortir de la voiture? Ben non, voyons. Sinon, comment tu veux que la personne s'échappe? La police arrive donc très rapidement sur les lieux et cerne la limousine, mais trop tard, le tueur s'est déjà enfui sans que personne ne l'ait vu alors que la voiture était entourée d'une tonne de monde. Comme c'est pratique. À la suite de ça, le tueur rentre chez lui, dans sa maison. C'est vrai que c'est l'endroit idéal quand tu es recherché par la police, mais comme c'est pratique pour la suite de l'histoire, on arrive à la fin, le tueur se fait enfin arrêter dans sa maison, et sur le chemin qui l'emmène vers le fourgon de police, le père, escorté par des policiers, s'arrête dans le jardin, près du vélo de sa fille, pour le regarder une dernière fois avec émotion, et se baisse pour subtiliser un rayon de la roue du vélo de sa fille à la vue de tous les policiers, qui sont quand même très nombreux, on le rappelle, et ont tous les yeux rivés sur lui, mais absolument personne ne remarque rien de ce petit tour de passe-passe, ce qui permet à notre meurtrier, 5 minutes plus tard, d'enlever ses menottes dans un fourgon où il n'y a personne pour le surveiller. Comme c'est pratique! Alors les conneries, ça suffit! Voilà, c'était la liste de toutes les facilités scénaristiques du film Trap que j'ai pu relever. Ça fait beaucoup de couleuvres à avaler, hein. Donc c'est pour toutes ces raisons que je mets au film Trap 2,5 sur 5. Donc, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je vous ai listé? Est-ce que vous en avez vu d'autres? Parce que ça, c'est encore possible. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Où vous le placez dans votre classement des films de M. Night Shyamalan? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur, la bienveillance et la bienséance. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur YouTube. Et d'ici là, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao! Bravo Bill, bravo. Bravo, Bill.